Donc, bonjour à tous, je voulais vous faire part de mes réflexions suite à une interview radio que j'ai eue il y a 2 jours pour promouvoir l'économie basée sur les ressources et sur le système capitaliste et l'économie basée sur les profits en général. Donc, comment fonctionne le système aujourd'hui? Comment se fixent les prix? Comment fixe-t-on le salaire de quelqu'un par rapport au travail qu'il va accomplir? Eh bien, c'est la loi de l'offre et de la demande. Naturellement, dans un système qui se voudrait équilibré, l'offre va rencontrer la demande et le prix va se fixer à sa valeur la plus juste. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Pourquoi? Notamment dans la fixation des salaires. Si vous êtes patron et que vous voulez avoir l'entreprise qui vous rapporte le plus de profit, puisque nous sommes dans une économie basée sur les profits, votre intérêt est de payer les employés le plus bas salaire possible. Or, quelle est la contrepartie de négociation que va réellement avoir un salarié? Imaginons que celui-ci n'ait pas de qualification. Eh bien, il doit pouvoir survivre en payant son loyer peut-être ou en payant de quoi se nourrir. Et si le marché de l'emploi est tendu, comme ce qui est actuellement, eh bien, il sera prêt à accepter le salaire le plus bas possible. Parce que si il n'a pas de salaire, eh bien, il ne pourra pas survivre, il ne pourra pas payer ses factures, il va crever de faim, il ne pourra pas nourrir ses enfants, etc., etc. Donc, mécaniquement, dans une économie basée sur les profits, le patron a intérêt à payer le plus bas possible son salarié et naturellement la négociation va tirer vers le salaire le plus bas possible parce qu'il n'y aura pas de négociation possible en face parce qu'on a un pistolet sur la tempe. Parce que si tu refuses, eh ben, tu crèves la dalle tout simplement. Donc on est dans un système où déjà de base, même si un employé va avoir une productivité, qu'il va créer de la vraie richesse pour une entreprise, il ne sera pas rémunéré à sa juste valeur. Alors évidemment, dans certains cas, quand on a des diplômes ou quand on a une compétence un petit peu plus rare, on va pouvoir avoir un effet levier un petit peu plus grand. Mais même ces gens-là n'ont pas forcément un effet levier très grand, parce que même quand on est bardé de diplômes, le truc c'est qu'on doit aussi pouvoir manger et survivre. Donc naturellement, on est enclin à accepter un salaire qui n'est pas forcément à la juste valeur de ce qu'on va produire, parce que même si on peut le négocier un petit peu plus haut, eh ben, faut toujours pouvoir survivre, donc on aura naturellement une négociation qui va se faire à la baisse. Donc première arnaque du système capitaliste, le fait que les gens ne soient pas payés à leur juste valeur. Mais maintenant avec ce salaire qu'ils ont, eh bien ils doivent pouvoir acheter des biens et des richesses qui devraient être elles aussi fixées à leur juste valeur. Or, notamment, par exemple, on va parler de l'immobilier. L'immobilier, c'est un des plus grands scandales, mais vraiment un des plus grands scandales au niveau de la fixation des prix. C'est encore une fois un domaine où on a le pistolet sur la tempe, parce que comme pour la nourriture, eh bien, il faut absolument un toit pour pas crever de froid, pour pouvoir vivre dignement. Donc les gens vont être amenés naturellement à payer le plus cher possible s'il le faut pour pas finir dehors comme des clochards. Donc par exemple à Paris, moi je me baladais l'autre jour, je vois dans le 15e arrondissement un 25 mètres carrés, je crois, 1300 € par mois de loyer. Qu'est-ce qui fait qu'un prix comme ça peut être fixé? Qu'est-ce qui fait que j'ai un autre ami qui est en Turquie actuellement qui paye 170 € pour un 40 mètres carrés? Qu'est-ce qui fait que les prix vont se fixer différemment? Qu'est-ce qui fait qu'un loyer va être moins cher à Saint-Étienne, en plein dans les monts d'Arrée, dans une petite ville comme Morlaix ou à Vachon-sur-Niognon, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à Paris, à Londres, etc., les loyers vont être plus chers? Ben, encore une fois, c'est l'offre et la demande. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus de demandes pour venir sur Paris, notamment avec toute la vie culturelle, avec l'attractivité au niveau emploi, l'attractivité de la ville. Donc en fait, on a un mécanisme de tension qui fait que de toute façon, les propriétaires peuvent fixer un prix qui naturellement va toujours être le plus haut possible parce qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à payer. Donc j'ai un ami qui travaille par exemple en banlieue parisienne et qui habite à Aulnay, qui est cadre, etc., hein, donc qui gagne bien, qui me dit qu'il doit payer 60% de son salaire, ça passe dans son loyer. Est-ce que c'est pas absolument scandaleux qu'un propriétaire gagne de l'argent comme ça sur le travail de quelqu'un d'autre sans absolument rien faire, euh, gagne l'équivalent aux 7 mois de salaire de mon pote qui se lève et qui bosse dur comme cadre? Le truc, c'est que, encore une fois, on est dans un marché où l'offre et la demande, ça n'est pas une négociation qui est équilibrée, parce que on a un pistolet sur la tempe. Donc naturellement,
quand on vit dans une économie capitaliste, on est esclave de son patron et on est esclave des propriétaires ou des industriels qui nous vendent des produits, et notamment encore plus les produits de première nécessité. Par exemple, quand on va acheter une simple baguette de pain ou la plupart des produits, vous savez qu'il y a 30% de l'argent qui va en réalité aller à la banque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les traders qui se sont engraissés en passant ce qu'on appelle les contrats futurs et forward. Donc en fait, ils sont dans leur tour de verre à Paris, à Londres, à New York, et ils vont acheter du blé, du pétrole, etc. Donc en fait, ils l'achètent pour dans un an. Donc c'est ce qu'on appelle un future en finance, parce que du coup, moi j'ai été dans la finance, je connaisserais très bien. Et puis ils le deal sur les marchés des matières premières, en fait. Et généralement, ils se le font jamais livrer, ils font juste des grosses marges pour pouvoir le revendre avant son terme et gagner énormément d'argent. Certaines grandes banques ont même des silos pour stocker les matières premières, peuvent même provoquer leur rareté pour faire flamber les cours. Ça s'appelle la tactique du corner. Donc il y a pas mal d'arnaques de la finance. Mais ça, c'est des sommes absolument énormes dans le prix des produits qui sont prises. Ensuite, il y a énormément d'intérêts bancaires qui sont cachés. Par exemple, si je suis boulanger et que je vends ma baguette de pain, eh ben, il y a plein de choses que je dois défalquer dans le prix à cause des intérêts que je dois payer. Par exemple, imaginez que je dois payer un loyer pour mon local. Ou imaginez que j'ai dû payer un emprunt à ma banque pour lancer mon entreprise. Ou pour la trésorerie. Ou pour acheter mon four à pain. Pareil pour l'entreprise qui livre le pain. Donc le transporteur qui a dû investir pour sa flotte de camions. Avec un emprunt pour un hangar, etc. Lui-même a des charges au niveau de ses emprunts. Et il doit pouvoir les défalquer dans le prix pour pouvoir se faire une marge. Mais pareil pour le paysan lui-même qui a acheté donc son produit après toutes les commissions des traders, mais qui a dû investir pour son tracteur, pour son hangar, etc. Tout ça pour gagner des sommes ridicules. D'ailleurs, j'expliquerai après pourquoi les paysans font partie des gens qui se font avoir grâce à la loi de l'offre et de la demande, et ils gagnent quasiment plus rien alors que ce sont les gens les plus importants. Et ça, en fait, en moyenne, donc il y a un économiste qui s'appelle Helmut Kreutz, qui l'a décrit dans The Money Syndrome, qui a montré que les prix pouvaient être augmentés entre 5 et 90% à cause des intérêts bancaires. Et en moyenne, on serait sur 30%. Donc on a ça. On a ça. Après, donc on a les marges des producteurs, etc. Donc je me perds un petit peu dans mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que les prix que vous achetez, auquel vous achetez avec le salaire qu'on vous a donné, qui n'est pas du tout la valeur de ce que vous avez produit, il vous reste pas grand chose. Et on va prendre les gens qui sont les moins qualifiés parce que ce sont toujours eux qui se font baiser, hein, pour parler trivialement. Notamment, j'entends souvent une réflexion qui est qu'on entend beaucoup chez les gilets jaunes ou les gens politiques de tous bords: faut augmenter le SMIC, faut augmenter le SMIC. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on pourrait même foutre le SMIC à 2000 balles ou à 5000 euros, ces gens seront toujours pauvres. Pourquoi? Parce qu'avec le mécanisme de l'offre et de la demande, si demain des gens ont plus d'argent, mécaniquement les gens qui ont le pouvoir pour fournir les ressources, l'appartement, etc., vont augmenter les loyers parce qu'il y aura toujours quelqu'un de prêt à payer. C'est ce qui fait que les gens vont devoir toujours payer plus et que naturellement, dans un système capitaliste, la pauvreté c'est quelque chose qui doit exister par nature. Parce que par nature, les gens doivent être les moins qualifiés, payer le moins possible et payer le plus cher possible. Donc c'est pas compliqué. Donc c'est pas en augmentant les salaires ou en augmentant le SMIC que vous allez changer le pouvoir d'achat des gens. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça m'amène aussi sur le revenu de base. Le revenu de base, qui est d'ailleurs une idée moins bien que celle de Bernard Friot, le salaire à vie, sur lequel je vous engage à vous interroger. Le revenu de base, nous on en fait la promotion pour l'économie basée sur les ressources, mais juste en transition. Pourquoi? Parce que demain, si on fixe un revenu de base, alors effectivement, les gens ils vont pouvoir être libérés de leur emploi. Le but, c'est que justement, ils puissent avoir une négociation beaucoup plus équilibrée avec leur patron, en disant, écoute, moi, Coco, là, toi, tu me proposes un salaire qui ne me va pas pour un travail qui est vraiment pénible, tu te fous un peu de ma gueule. Moi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'ai mon revenu de base pour vivre, je vais aller voir ailleurs, et puis en attendant, je vis de ça, et puis si je trouve mieux, tant mieux. Donc effectivement, ça permet de s'affranchir de pas mal de métiers inutiles, d'augmenter le pouvoir de négociation. Et sur le papier, ça peut être bien. Mais encore une fois, avec les produits, et même avec les salaires, il va y avoir cette inflation énorme et ce nivellement des salaires par le bas qui fait que naturellement, on va se retrouver avec une classe de gens très très pauvres
qui auront juste le revenu de base, qui n'auront pas forcément d'emploi, d'autant plus que ça va augmenter avec la robotique, l'automatisation et le chômage technologique. Et on aura des gens d'ailleurs très très riches, on aura même plus des milliardaires, on aura des trilliardaires bientôt, qui posséderont tous les moyens de production, l'intelligence artificielle, les robots, les grandes entreprises. Donc, ce système ne marche pas. Et tous les systèmes en fait de petites actions qui vont être un petit peu locales, comme par exemple créer une monnaie locale, créer par exemple, c'est ce que me disait l'intervenant à la radio, on pourrait chercher à relocaliser les entreprises, on pourrait chercher à augmenter les salaires, etc. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que naturellement, le but du capitalisme, c'est de faire des profits. Pourquoi on va délocaliser en Slovaquie ou en Chine? Parce que naturellement, on a tout intérêt à gagner plus que de payer des travailleurs français. Mais en plus de ça, si on avait une entreprise vertueuse, et aujourd'hui il y a plein d'actions qui sont faites à l'échelle locale et qui restent quand même très très limitées, pourquoi ça ne se développe pas plus? Parce que si demain il y a un employeur qui est vertueux, qui va dire écoutez, moi je ne suis pas un rapace, je ne suis pas un voyou, je vais essayer de donner un bon salaire à mes employés. Et bien naturellement, même s'il le fait, cette entreprise ne va pas survivre la concurrence des autres entreprises qui sont les entreprises voyous. Parce que l'entreprise voyou, elle, comme elle a moins de salaire à payer, elle va faire un plus grand bénéfice qui va pouvoir réinvestir pour battre la concurrence ou justement asseoir sa supériorité. Et c'est ce qui fait que naturellement dans le jeu, c'est comme une gravité le capitalisme. Hein. C'est la gravité dans laquelle on ne peut pas s'extirper. Naturellement, c'est les entreprises voyous qui vont toujours s'en sortir. Naturellement, l'entreprise qui va le moins considérer ses salariés, en termes de conditions de travail et en termes de salaire, sera l'entreprise qui va le plus survivre. L'entreprise qui va le plus défiscaliser dans les paradis fiscaux en n'étant pas éthique va plus survivre par rapport à son concurrent. Donc naturellement, le capitalisme fait le jeu des entreprises voyous. Donc c'est pour ça que je dis pas que ça marche pas. Je dis que ça sera toujours très très limité par rapport à la loi d'attraction qui est comme la gravité qui gère tout le jeu économique. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est fait de 99% de pourriture. Et même si, par exemple, moi je mange chez Biocop, parce que pour moi, c'est important pour ma santé de manger biologique. Donc je sais que les paysans sont mieux rémunérés, que les employés sont mieux rémunérés, etc. Mais ça coûte très très cher. Moi, ça me coûte une fortune. Heureusement, je ne suis pas payé au SMIC, mais si quelqu'un n'a pas mon salaire, comment il fait? Il ne pourrait pas manger au Biocop, il ne pourrait pas se le permettre. Donc naturellement, beaucoup de gens ne sont pas forcément en capacité de se payer ça. Donc ce genre d'entreprise va rester minoritaire. Parce que si demain on mettait les Biocop au même prix que les Leclerc ou que les Lidl, je peux vous dire que tout le monde mangerait chez Biocop. Mais c'est pour ça qu'en fait, les entreprises qui ont une certaine éthique vont toujours rester à la marge. Parce que l'éthique, ce n'est pas le principe du capitalisme. Donc je pense que cette vidéo elle s'adresse sur mon Facebook et on va le publier donc, sur la page Mouvement pour une économie basée sur les ressources. Cette vidéo s'adresse à des gens qui connaissent déjà l'économie basée sur les ressources, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder ma conférence que je vais mettre en lien en dessous. On explique pourquoi il faut donner les ressources de base gratuitement aux gens, et non pas l'argent comme un revenu de base pour pouvoir les avoir. Donc en donnant l'alimentation et l'usage du logement gratuitement dans des nouvelles villes écologiques de forme circulaire, sans pollution, sans voiture, etc. Et pourquoi justement le fait qu'on ait accès à des ressources de base permettra justement déjà, même dans la transition, d'avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus équilibré au sein du capitalisme. Alors tant qu'à faire, tant que j'y suis, même si la vidéo va être un petit peu plus longue, le système monétaire est complètement malsain. Donc moi je connais très bien parce que j'ai une formation d'ingénieur financier. Je vais vous parler d'un concept qui est absolument jamais remis en question, qui est l'intérêt bancaire. Alors l'intérêt bancaire, il est interdit, alors moi je ne suis pas religieux, mais en tout cas il est interdit dans énormément de religions, notamment la religion musulmane, hein, on a les banques islamiques, mais même à l'intérieur de la religion juive et la religion chrétienne, l'intérêt bancaire à la base est mal considéré, même si les gens de ces religions-là ont tendance à l'oublier. Le truc, c'est que je vais essayer de vous décrire pourquoi la monnaie n'a pas de valeur en soi, c'est la circulation de la monnaie qui crée la valeur. Imaginez que vous soyez sur une île déserte avec 1 million de dollars et vous n'avez rien d'autre, pas de ressources. Est-ce que vos 1 million de dollars valent quelque chose? Absolument rien.
Donc l'important, c'est de créer des ressources. Mais je vais vous donner un exemple théorique avec Monsieur A et Monsieur B. Monsieur A produit des carottes, Monsieur B va produire du pain. Et on a 10 euros, on a un seul billet de 10 euros dans toute l'économie. L'économie se limite à ces deux acteurs. C'est vraiment un exemple théorique pour vous montrer. Et bien, par exemple, on va donner ces 10 euros à Monsieur A et il se dit, bon bah voilà, super, moi j'ai besoin de pain. Je vais demander à Monsieur B de me le produire pour 10 euros de pain. Donc il va produire 10 euros de pain. Et puis ce Monsieur B, il a réussi à obtenir 10 euros de la part de Monsieur A, et il se dit, bon bah moi j'ai besoin de carottes pour me nourrir, c'est parfait, je ne sais pas produire de carottes, donc je vais lui acheter pour 10 euros de carottes. Et puis du coup ces 10 euros vont revenir pour le pain, les carottes, le pain, les carottes. Imaginez que on ait fait circuler ce billet 1000 fois, quelle est la vraie valeur qu'on a produit? Et bien en fait on a produit pour 10 000 euros, donc 1000 fois 10, 10 000 euros de valeur marchande entre le pain et les carottes. On n'a pas du tout produit pour 10 euros de pain ou de carottes. Donc qu'est-ce qui fait la valeur monétaire? C'est pas la valeur fiduciaire, c'est la circulation monétaire. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel que l'argent circule. Par exemple, si l'argent est amené à circuler 100 fois en une année dans l'économie et qu'une petite mamie garde 1 million d'euros sous son bas de laine, elle fera perdre à l'économie 100 millions d'euros. Donc en termes de potentiel. Donc c'est vraiment gravissime. C'est pour ça que les économistes savent tous, même si c'est pas connu des gens communs, enfin communs, on se comprend, en tout cas des spécialistes de l'économie, que la circulation monétaire est absolument essentielle. Et donc à la base, c'était sans doute pas fait pour ça, hein, c'était plus pour un motif égoïste, mais il y a eu l'intérêt bancaire. Parce que du coup, des gens parfois ont trop d'argent, vont être trop riches, et donc se disent, bon ben voilà, moi je pourrais en profiter en faisant circuler mon argent pour gagner un intérêt. Et en plus, bah, c'était génial pour les économistes a priori, parce que ça permettait cette circulation monétaire qui ne bloquait pas l'économie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un système qui est complètement chaotique, où c'est la finance qui gère tout, où aujourd'hui 85% de l'argent gagné, c'est pas l'argent qui est gagné par le travail, c'est l'argent qui est gagné par l'intérêt bancaire, c'est-à-dire sans travailler, juste par la finance. Si les gens savaient ça, ils seraient fous. Mais aujourd'hui, l'argent est beaucoup plus gagné sans rien faire par les intérêts bancaires que par le travail, tellement la finance a gangréné le monde. Et alors, quelle est justement la logique et l'éthique de l'intérêt bancaire? Par exemple, si moi j'ai 1 million d'euros sur mon compte et que je le place à 4%, ce qui est un rendement normal, hein, qui est loin de ce qu'on peut faire aussi des fois, je vais gagner 40 000 euros par an. Donc c'est-à-dire l'équivalent d'un salaire débutant d'ingénieur sans avoir strictement rien à faire. Bon. Est-ce que c'est éthique que je gagne la même chose que cet ingénieur qui va se lever et qui va travailler dur, se lever tôt tous les matins, qui a fait un bac plus 5, qui s'est investi, etc. La réponse est non. Alors pourquoi l'intérêt bancaire est toujours gardé? Eh ben, il y a un concept donc, qui est mis en avant justement par Helmut Kreutz dans le Money Syndrome. C'est un concept qui est la monnaie fondante, l'intérêt négatif, et qui a eu lieu dans le cours de l'histoire dans plusieurs cités, notamment la cité de Vorgel, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation, donc en Autriche, où on a eu des véritables miracles économiques, avec une disparition du chômage et un boom économique, notamment au niveau de l'art et de l'artisanat à l'époque, qui a été absolument sidérant. Alors comment ça marche? Le principe, c'est que justement, comme l'argent n'a pas de valeur, et que l'argent a été mis, il devrait être émis, après on pourrait parler de théorie monétaire, mais par les États, eh bien c'est un bien qui est public. Comme par exemple nos autoroutes. Si par exemple demain, alors c'est un peu ce qui se passe avec Vinci, mais on va dire qu'on est dans un état éthique. Si demain, allez, des gilets jaunes arrivaient et qui venaient bloquer toutes les routes en disant ouais, vous passez pas, sinon vous me donnez de l'argent, eh bien la police interviendrait tout de suite en disant bah non, écoutez, là vous entravez le passage des gens, vous entravez l'économie, hop, case arrestation, prison, etc. Et bah pour comment dire, la circulation de l'argent, ça devrait être considéré comme un bien public aussi. Donc, on mettrait en place ce qu'on appelle un intérêt négatif, c'est-à-dire que si quelqu'un refuse de prêter son argent va avoir une décote, donc ce qu'on appelle une monnaie fondante, il va avoir un intérêt négatif. Et donc, par contre, s'il le prête, eh bien, en fait, son argent, il ne perdra rien du tout. Donc, son argent sera toujours à la même valeur et il sera garanti dans le prêt par l'État. Et donc, comme ça, bah, du coup, il va se dire bon, bah, mon argent, j'ai pas envie de le perdre. Il va pouvoir circuler. Et donc, le fait qu'il puisse circuler ne va pas entraver l'économie, mais va pouvoir éviter aussi tous les aspects ultra négatifs qui font qu'aujourd'hui, la finance
gangrènent le monde en gagnant de l'argent sur le dos de tout le monde sans travailler. Et notamment les rentiers ou les gens extrêmement riches avec la bourse. On pourrait même parler de l'immobilier et de son usage. Voilà. Donc ça, c'est un système qui serait très très intelligent à mettre en place avec une crypto-monnaie open source en monnaie fondante pour une transition vers une économie basée sur les ressources et en complément d'un salaire à vie de Bernard Friot, on pourrait arriver à une très très bonne transition pour une économie basée sur les ressources. Voilà, j'espère que ces petits éclaircissements vous ont appris des choses et je reviens vers vous pour d'autres vidéos prochainement.